chers téléspectateurs, chers téléspectatrices, nous sommes toujours dans notre émission Parlons droit. Dans cette émission, aujourd'hui, nous avons eu un réel plaisir de recevoir sur ce plateau M. Dorian. Bonjour, cher confrère Andy. M. Dorian, vous êtes initiateur d'une école de la science évolutive qui œuvre avec le droit. Il y a de cela quelques semaines, quelques mois, si j'ai bonne mémoire, si mon histoire. Et autour de cette plateforme, de cette émission, ou cette thèse école du droit, pour traiter de la nature juridique du Congo. Et par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut retenir de manière brève et préliminaire par rapport, n'est-ce pas, à cette école évolutive dont vous êtes initiateur? Oui, M. Andy, merci pour votre présentation. Je tiens à apporter peut-être une précision de taille. Vous avez parlé bien que nous sommes une école de sciences évolutives évoluant à la faculté de droit. Moi, je dis, et je corrige que jusque-là, nous ne sommes pas encore officiellement reconnus par la faculté de droit. Mais cependant, nous avons déjà un statut qui est en cours et que les démarches sont évidemment mises en place pour que nous soyons officiellement reconnus par l'université ou encore la faculté de droit. Alors, vous avez posé une question pertinente, c'est de savoir quel est l'objectif poursuivi par École de sciences évolutives. Je vais vous dire bel et bien que l'École de sciences évolutives, c'est une école évidemment qui fonde ses recherches et son étude sur la nature juridique de l'État du Congo. Parce que nous avons l'impression que l'histoire de ce pays, la façon dont elle nous a été enseignée aux humanités, c'est pratiquement une histoire tronquée. Dans nos recherches, nous nous sommes rendus compte bel et bien que pour comprendre l'histoire de ce pays, il faudrait ipso facto faire ce que nous appelons retour à l'authenticité juridique de l'État du Congo. De ce fait, pour mieux comprendre ces choses, nous avons évidemment, nous nous sommes servis de notre cours de droit constitutionnel, mais également de la thèse du grand professeur savant, comme j'aime toujours l'appeler, parce qu'il n'est pas facile vraiment de mettre à la disposition de la population congolaise les idées que le professeur Benjamin Allais a pu mettre à notre disposition. Et aujourd'hui, nous sommes à même de vous dire que le Congo n'avait jamais été indépendant le 30 juin 1960. Nous sommes aujourd'hui à même de vous dire bel et bien que l'histoire de ce pays telle que nous enseignons aux humanités, c'est une histoire purement tronquée. Je sais que vous êtes beaucoup plus assoiffés, mais j'aimerais que vous me laissiez un tout petit peu le temps de m'étaler sur ça, parce que je sais bel et bien que les Congolais voudront comprendre comment est-ce que nous n'avons pas été indépendants le 30 juin 1960. Monsieur Andy, je préfère commencer par 1860. Ici, Léopold II fait un rêve. Selon quoi je dois avoir une colonie à la Belgique. Mais devant lui se présentent deux obstacles. Sur le plan interne et sur le plan international. Sur le plan interne, le roi de Belge était limité par la constitution belge à son article 62 qui lui interdisait d'avoir une double couronne. Ça, c'est le premier obstacle. Le deuxième obstacle, le roi de Belge ou encore la Belgique, l'État belge, venait d'une colonie. Elle a été colonisée par la Hollande, c'est-à-dire le Pays-Bas. Elle a été choisie par les quatre grandes puissances qui occupaient à l'époque le territoire en Afrique comme étant un État neutre. C'est-à-dire, là, il s'agit bel et bien du traité de Londres, du 20 janvier 1830, qui place la Belgique comme étant un État neutre, censé trancher le conflit qui pouvait opposer les quatre grandes puissances à l'époque. Mais ici, parce que je sais qu'il y a toujours eu une cacophonie qui a toujours été orchestrée par rapport à la notion de la puissance. Mais lorsqu'on parle d'une puissance à cette époque-là, la puissance d'un État à cette époque, c'était ou se définissait par rapport à l'occupation des territoires d'outre-mer. Je ne sais pas si on se fait comprendre. C'est ainsi que, dans sa conception, ce que j'aimerais d'abord montrer aux Congolais, bien et bien que
Léopold II a usé de toutes les stratégies possibles, des stratagèmes possibles pour pouvoir évidemment détourner la vérité. En cela, on a eu à sceller dans la conscience de l'homme congolais, c'est-à-dire dans le subconscient et dans la conscience de l'homme congolais, 3 thèses successives qui présentent le Congo comme étant une souveraineté patrimoniale du roi Léopold II, présentent le Congo comme étant une souveraineté coloniale belge, présentent le Congo comme étant une souveraineté nationale congolaise. Or, dans sa nature juridique, il n'a pas été question de cela. Le Congo, lorsqu'on le conçoit, lorsque le Congo est né, il a une nature juridique purement atypique. Parce que je dois préciser que le Congo est né, c'est à la conférence générale de Barlon. Cette dernière est convoquée en date du 15 novembre 1884. L'issue de cette conférence était le 26 février 1885. Alors, lorsqu'on crée, plutôt on convoque la conférence générale de Barlon, le Congo est placé où le Congo était devenu comme une puissance. Dans les effets que la conférence générale de Berlin avait produite, le Congo était devenu comme une puissance géostratégique et géopolitique du monde. Vous comprenez? C'est-à-dire, le Congo doit être considéré comme un État conventionnel soumis à un régime international sui generis, c'est-à-dire un régime international atypique. Il n'est pas question ici de présenter le Congo comme cette souveraineté patrimoniale du roi Léopold II. Non. Parce que dans les travaux qui ont concouru à la conception, à la naissance, à la création, l'organisation et le fonctionnement de l'État du Congo, 3 effets eurent marqué cette cérémonie. Entre autres, il fallait réunir, c'est-à-dire poser d'abord le principe des communautés de puissance. Deuxièmement, réunir les éléments constitutifs d'un nouvel État au niveau de l'Afrique centrale comme une puissance géostratégique et géopolitique du monde. Troisièmement, reconnaître l'État-nation du Congo par un acte à vocation universelle. Mais aujourd'hui, nous nous posons la question de savoir. En date du 30 juin 1960, Lumumba, et également avec Assavoum, font une déclaration selon quoi le Congo est devenu indépendant à cette date-là. Mais nous nous posons une question parce que l'approche diachronique dans laquelle nous nous inscrivons, c'est-à-dire nous devons d'abord aller de l'histoire. Déjà, je vous rappelle que en date du 29 mai 1885, Léopold II signe un décret créant l'ENC, État indépendant du Congo. Et donc, à ce moment-là, le Congo était déjà indépendant. Mais quel est le contenu, valeur et effet juridique pouvons-nous donner à l'indépendance proclamée le 30 juin 1960? C'est pour dire tout simplement que cette déclaration de l'indépendance consacre ce que nous appelons le nationalisme politique. C'est-à-dire quoi? Le nationalisme politique, c'est une approche tendant à conférer à l'État son statut national en suppression de son statut international, celui d'une grande puissance géostratégique et géopolitique du monde. Et à cet effet, vous allez vous rendre compte que cette déclaration de l'indépendance ne faisait que pérenniser le principe selon quoi nous devons nous inscrire dans la logique de la thèse de la succession de l'État, mais aussi dans la thèse selon laquelle le Congo a été une souveraineté patrimoniale du roi Léopold II. Le Congo a été une souveraineté coloniale belge. Et donc cette déclaration de l'indépendance ne fait que réconforter l'État belge. Vous comprenez? Alors, vous allez vous rendre compte bel et bien que dans toutes les stratégies qui ont été usées par l'État belge, il y a eu lorsque... Monsieur Andy, vous devez comprendre bel et bien que la matière est abondante. C'est vraiment une matière qui demande que nous soyons soutenus par des gens de bonne volonté. Des gens qui estiment bel et bien qu'il faudra maintenant que les Congolais comprennent quelle est la nature ou quel est le mode de gestion applicable au régime congolais. Et donc, de ce fait, toutes les personnes de bonne volonté, de bonne foi, qui estiment qu'il faudra maintenant soutenir la science par l'organisation des émissions, ne peuvent que nous venir en aide parce que, vous savez, nous sommes encore limités au niveau de moyens, on n'a pas encore suffisamment de moyens, un soutien ou encore un sponsor capable
de pouvoir nous accompagner dans cette logique scientifique. Parce que les études, en tout cas, nous sommes en train de le mener et que nous avons déjà compris la nature juridique de l'État du Congo. Il ne reste maintenant qu'à proposer au gouvernement la refonte de notre constitution, mais également une réforme qualitative et quantitative de notre enseignement. Parce que l'histoire que nous avons n'est pas cette histoire-là vraie. Et donc, je pense bel et bien que les gens qui estiment que, voilà, il faudrait soutenir les idées ce ne sont pas mes idées. Je ne suis qu'un disciple, je ne suis qu'un élève qui a appris de grandes choses chez un savant du nom du professeur Benjamin Lalé Makuta, Gabriel. Et donc, je pense bel et bien que c'est nécessaire qu'on puisse nous soutenir. Le gouvernement de le suivre, il a, n'est-ce pas, exposé en long et en large la thèse de Malali, celle, n'est-ce pas, du retour à nous, donc il s'agit de l'État du Congo. Mais vu le temps, vu que la matière est en n'est-ce pas, on n'a pas pu, n'est-ce pas, tout voir avec le rien. Si M. de rien a un dernier mot avant qu'on finisse.